Bonsoir à tous et merci de nous retrouver ce soir sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition d'Un fauteuil pour vous. Le 16 mai 2019, les membres du groupement interpatronal du Cameroun se sont retrouvés à l'immeuble siège du groupement pour la 128e Assemblée générale de l'organisation. Une première Assemblée générale ordinaire sous le régime des nouveaux statuts adopté en décembre 2018, rehaussé par la présence de Luc Magloire Mbaga-Tangna, le ministre en charge du commerce du Cameroun. Notre invité ce soir nous donnera ses impressions sur le discours du ministre du Commerce sur la protection de la production et l'industrie nationale. Lauréate du prix GIFADER 2019, catégorie entrepreneur de l'année, remis récemment en France. Notre invité ce soir met un point d'honneur à aider les jeunes entrepreneurs à travers l'initiative Mami Yanga Masterclass, un concept qui vise à appuyer par des financements des projets des jeunes dans notre pays. Celle qui pense que la réussite est donc le fruit de l'effort et qui indique qui indique dans ses propos qu'il est important justement de travailler pour pouvoir gagner sa vie, est une femme politique aux convictions affirmées, présidente nationale du mouvement des biaïstes. Elle nous donnera également ce soir son point de vue sur les derniers déroulements de l'actualité au Cameroun. De Bayam Selam, chef d'entreprise, sa notoriété a désormais traversé les frontières du Cameroun. Femme au look atypique et au franc-parler assumé, Françoise Pouené est notre invitée ce soir dans le cadre d'Un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. Françoise, bonsoir et finalement merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis là et je souhaite un très bon week-end à tous les téléspectateurs. Et je fais un grand clin d'œil à Marthe, qui grâce à elle, nous sommes sur ce plateau. Je voudrais qu'on commence, Françoise Pouené, avec le sujet autour du GICAM lors de la 128e Assemblée générale. Vous en êtes membre. J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur le discours de Luc Magloire Mbaga-Tangna au cours de cette assemblée-là. D'abord au sujet de la protection de la production, mais également de l'industrie nationale, au sujet de ce que l'on qualifie désormais de repli nationaliste, mais également de la menace sur le commerce multilatéral. Le ministre a semblé indiquer que la signature de l'accord de libre-échange pour la création d'une zone de libre-échange continentale était une opportunité pour les entreprises camerounaises. Avez-vous été convaincu par cet argumentaire? Moi, je vous avoue, vous avez dit que Mme Pouené est une dame d'honneur, dont je vais rester cette femme-là qui dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Je crois que on a d'ailleurs dit au ministre qu'on n'était pas d'accord parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de libre-échange. Parce que pour libre-échanger, il faut même commencer par les infrastructures. Parce qu'on ne peut pas faire des libre-échanges si on n'a pas des infrastructures. Vous ne pouvez pas avoir une commerçante qui se trouve en Fouman et qui a des tomates et qui décide d'aller vendre ça à l'Est. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas au jour d'aujourd'hui parler de libre-échange alors que les conditions ne sont pas réunies. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à la zone du CEMAC. Parce que non seulement les frontières des CEMAC sont fermées, mais les autoroutes, les aérogares, les aéroports ne sont pas construites. Je lui ai d'ailleurs posé cette question-là à cette Assemblée générale. Parce que vous savez, voyager en Afrique est plus difficile que voyager à l'étranger. Et ça, c'est connu de tout le monde. C'est pour ça, moi, je pense que les Africains, ils mettent toujours un peu avant les chariots, avant les bœufs. C'est-à-dire, ils terminent toujours par là où il faut commencer. Parce que moi, je pense que pour faire le libre-échange, il faut d'abord créer des infrastructures. Sinon, les commerçants font comment? Moi, très récemment, j'ai construit un centre multimédia équipé dans mon village, dans la région de l'Ouest, dans le département du Honkam, qui dessert le Nkam et le Honkam. Parce qu'en fait, j'ai créé dans ce sens le e-commerce aujourd'hui. Mais même malgré que j'ai créé ce e-commerce, il ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas de routes. Parce que les gens qui se trouvent en Konjok,
avec le régime de plantain vers Yabassi, ils ne peuvent pas venir vendre ça à Douala. Il faut 4-5 jours. Donc il faut commencer déjà à penser comment est-ce qu'on peut faire pour évacuer tous ces produits agricoles. C'est là. Et cette Assemblée générale, je vais profiter sur votre plateau pour saluer mon président qui a été exceptionnellement brillant ce jour-là. Parce qu'on a fait un constat, par exemple, sur la fiscalité, qui est aujourd'hui une fiscalité confiscatoire. On a fait également un constat aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas qu'on se cache des vérités. On est complètement en panne. On est en panne parce qu'on est un pays qui importe tout et qui est en manque de devises. Mais c'est une catastrophe. Les Camerounais ont complètement perdu leur dignité sur la scène internationale. Y compris moi qui vous parle aujourd'hui, je suis complètement meurtri parce que je devrais avoir au jour d'aujourd'hui terminé par exemple les travaux de l'extension de l'hôtel Franco. Je ne peux pas les faire parce que je ne peux pas payer les fournisseurs, parce que les banques n'ont pas de devises à la Banque centrale. Et ça, c'est la vérité. Et c'est ce qu'on s'est dit à cette Assemblée générale. Le constat était clair, le constat est général. Il ne s'agit pas seulement des Camerounais, il s'agit même des expatriés qui travaillent au Cameroun. Le directeur général des brasseries du Cameroun a d'ailleurs pris position. Tous les grands patrons du Cameroun étaient présents et tout le monde est d'accord que c'est grave. On ne peut pas être dans un pays où on importe tout et on manque de devises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce que le discours de Luc Magloire Mbaghatanga était indiqué justement au regard de l'état de lieu que vous venez de peindre, la situation économique dans notre pays? Lui qui parlait, qui envisageait par exemple la création d'un label Cameroun, son discours semblait cadrer avec l'actualité. C'est pour ça que je dis que les Africains mettent toujours le charrue avant le bœuf. C'est clair. Et c'est pour ça, vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on va parler de Mami Nyanga Masterclass. Parce que j'ai réfléchi, je pense qu'il faut former les gens sur des formations importantes, sur des formations utiles. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même dans les formations, on ne forme pas des gens sur des formations utiles. Et avec ça, on ne peut pas progresser. Parce que pour lancer ces labels, il fallait déjà créer tout ce qui va accompagner ce label. Qu'est-ce qui va accompagner ce label? Si on ne peut pas importer, puisqu'on est un pays qui importe tout. On importe tout au Cameroun, je vous assure, y compris les croissants, les pains au chocolat, y compris les oignons et les chips et autres. Donc, sur le marché africain, le Cameroun n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre aujourd'hui. On n'a rien à vendre. Il ne faut pas qu'on se cache. Quand on est en panne, il faut reconnaître qu'on est en panne et comme ça, on peut redémarrer. On peut voir où était la panne qui se trouve dans la voiture et comme ça on peut réparer la voiture et redémarrer. Ce qui m'embête, c'est que les gens viennent toujours et disent tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors qu'il y a des problèmes. Et c'est ce constat que nous avions fait au JICAM, aux dernières assemblées générales. Et les choses ont été très claires. Nous avions d'ailleurs fait un mémorandum qu'on a envoyé au chef de l'État pour lui signaler tout ce que je suis en train de vous dire sur votre plateau aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Tout le monde connaît ça. Durant cette assise, Françoise Pouené, vous avez, vous, chef d'entreprise, insisté sur une fiscalité flexible. Tout à l'heure, vous évoquiez la question. J'aimerais qu'on entre dans le vif de ce sujet-là. Vous parliez d'une fiscalité confiscatoire. Cela veut dire quoi? Est-ce que les chefs d'entreprise sont on a parlé d'une fiscalité confiscatoire. Parce que le fisc, quand le fisc devient une essoreuse, cela veut dire que si vous avez votre vêtement et vous mettez dans une machine et qu'on finit de l'essorer, qu'est-ce qui va rester? Mais le vêtement va se froisser, il va s'abîmer. C'est pour ça que nous avions parlé d'une fisc confiscatoire. Parce que nous voulions que le fisc devienne définitivement le partenaire des hommes d'affaires. Parce que sans les affaires, le fisc ne peut pas résister. Et c'est pour cela que les uns et les autres parle tant de ce partenariat entre les hommes d'affaires et le fisc. Et nous prions que ce partenariat devienne effectif. Parce que tant qu'il ne deviendra pas effectif, même les impôts ne seront pas à l'aise. Même les hommes d'affaires ne seront pas à l'aise. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, dès que vous avez de la visibilité, vous payez pour tout le monde. C'est ce qui se passe.
Pourtant, vous gagnez moins que ceux qui sont visibles. Mais une fois que vous êtes visible, les impôts viennent vous chercher. Alors qu'on devait chercher tout le monde et chacun devait payer juste ce qu'il faut payer. Et si chacun payait juste ce qu'il fallait payer, mais je crois que les impôts multiplieraient même leurs recettes même par 1000. Moi, je vous assure, parce que j'entends les Camerounais, je les surveille, ils ont beaucoup de volonté, quelquefois, à payer. Mais le fonctionnement, pour arriver à récupérer, à recouvrir ces recettes, ils n'ont pas de bon fonctionnement. Et c'est pour ça que je déplore les faits qu'ils vont toujours chercher ceux qui sont visibles. C'est ça. C'est ça qui est très embêtant. J'aimerais qu'on parle de l'épuration de la dette intérieure. Le sujet a également été évoqué par le président du JICAM au cours de cette Assemblée générale. Êtes-vous satisfait par le niveau d'engagement de l'État du Cameroun qui a commencé effectivement à payer sa dette vis-à-vis de ses entreprises locales? Ouais, mais vous savez, depuis quelques mois, les gens ne sont pas payés. Moi, je ne suis pas venue sur votre plateau commencer à dire que les gens sont payés. On attend toujours la deuxième tranche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé l'empreinte obligataire. Oui. Et c'est pour payer ces dettes. Et c'est pour cela que ce jour-là, à l'Assemblée générale, j'ai dit que c'est très difficile, mais nous allons continuer de résister. Nous allons continuer, surtout nous les biaïstes, à garder cette flamme allumée derrière non seulement le président de la République, à croire que les Camerounais, c'est nous qui devrons définitivement construire notre pays. Et pour cela, que la dette intérieure soit payée ou pas, nous devrons continuer de serrer la ceinture. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que si les gens vous disent que la dette intérieure est payée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis un fournisseur de l'État, je ne suis pas payé. Et beaucoup d'autres sont dans la même situation que moi. Qu'est-ce qu'on vous explique au niveau du Trésor public pour justifier cela? Alors que sur les supports médiatiques... Puisque je vous parle de l'empreinte obligataire qu'on a lancée, on n'a pas fini de faire le recouvrement. Je vous parle de la deuxième tranche de FMI qui n'est jamais arrivée. C'est ce qu'on nous dit. Mais maintenant, ça arrive quand on ne sait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis plus de 3 mois, les fournisseurs, l'État, les gens ne sont pas payés. Les gens ne sont pas payés. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, entre la politique gouvernementale et ce qui se passe réellement sur le terrain, vous savez, toujours, il y a un fossé. Parce que le contact, souvent, n'est pas très direct. Et c'est pour ça que moi, je salue monsieur le ministre de Commerce, qui s'est d'ailleurs donné cet exercice, qui n'est pas facile de venir comme ça, rester avec les patrons et parler pendant 4 heures. Ce n'était pas un exercice tout à fait facile. Moi, je vous assure, vous y avez participé en tant que journaliste, au même degré que moi, mais vous avez vu que c'était très houleux, parce que les gens sont complètement en difficulté. Et c'est pour ça que je dis que quand on est en difficulté, il faut faire le recul. Il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas honnêtement. Moi, c'est ce qui m'embête. C'est ce qui m'embête et c'est ce que j'ai dit même au ministre de Commerce ce jour. Moi, je lui ai dit que ce qui m'embête, c'est que je veux bien qu'on fasse des libre-échanges. Je veux bien que les agriculteurs, je veux bien tout ce qu'il nous a annoncé là-bas. Mais comment est-ce qu'on peut arriver? Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut arriver. Si je vais quitter ici, je m'en vais au Ghana et que je dois voyager 2 jours. Comment je peux aller faire le commerce là-bas, en Afrique? Donc c'est ça, c'est très embêtant. Et c'est pour ça que je pense que les Africains eux-mêmes ne sont pas encore prêts à développer l'Afrique. Parce que quand les Africains seront prêts à développer l'Afrique, moi je vous assure, c'est un grand chantier. Parce qu'on est ici, c'est un paradoxe que de savoir que on est dans une Afrique où rien n'est fait, où on manque quoi faire, au point où les jeunes aujourd'hui vont en exil, tombent dans les mers parce qu'ils s'en vont chercher du travail. Vous pensez que si on lancerait les autoroutes, les aérogars, la modernisation de l'agriculture, il y aura du travail. Il y aura du travail. Les Blancs même tomberaient dans l'eau parce qu'ils viendront ici pour chercher du travail. Regardez combien les Africains souffrent parce qu'ils vont à l'étranger pour chercher du travail. Dans un Europe, en Occident, où ils ont pratiquement atteint ce qu'on appelle la syntope en mathématiques chez les matheux. C'est-à-dire où tout est fait.
où l'agriculture est modernisée, l'aéroport est construit, les universités sont construites. Mais c'est là où les Africains partent pour se chercher. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Et c'est pour ça que je les invite à nous rejoindre ici, pour qu'ensemble nous nous déterminions et que nous cherchions les voies et moyens pour construire le Cameroun en particulier et l'Afrique. Personne ne peut aimer le Cameroun plus que vous et moi. Vous avez parlé tout à l'heure de devises, Françoise Pouéné. Est-ce que la situation au Cameroun est alarmante? Mais c'est très grave, je vous dis que je n'arrive même pas à terminer les travaux de l'extension de mon hôtel. Parce que je ne peux pas payer les fournisseurs depuis plus de 4 mois que j'ai rempli les ordres de virement au niveau de ma banque où j'ai de l'argent, je ne peux pas payer le fournisseur. Mais c'est très alarmant, c'est une situation qui est très très grave. Moi j'ai peur de parler de ça. J'ai peur de parler de ça, mais on n'a pas de devise. On ne peut pas payer un fournisseur. Et quand vous contactez un fournisseur à l'étranger maintenant, quand vous êtes du Cameroun, mais il vous dit vraiment, il ne veut pas traiter avec vous. Il est très prudent, parce qu'il ne sait pas si vous allez le payer. Mais c'est du sérieux. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, au regard de l'économie du Cameroun et de l'état des lieux que vous venez de dresser, qu'on fait une navigation à vue? Je n'ai pas dit qu'on navigue à vue, puisque je suis là-dedans, je suis dans la machine. Je n'ai pas dit qu'on navigue à vue. Mais je dis qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait maintenant. Je dis que si les gens veulent travailler, on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. On a des possibilités. Les Camerounais sont intelligents. On peut développer notre pays. On peut mieux la construire qu'aujourd'hui. Et ce qui m'embête, c'est que c'est toujours des médiocres qui sont mis en exergue. Ceux qui ne peuvent même pas justifier leur parcours. Et c'est ça qui a fragilisé la jeunesse aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, on parle de l'enrichissement illicite. Illicite. Oui, parce que les gens ne peuvent pas justifier leurs biens. Ils ne peuvent même pas dire où ils ont pris ce qu'ils ont. Et c'est pour ça que le mérite a foutu le camp. Les gens ne veulent plus faire d'efforts. Les gens ne veulent plus faire d'efforts puisqu'ils ne sont pas payés à la juste valeur. Si vous ici, vous êtes journaliste, vous travaillez et qu'à la fin, on vient prendre quelqu'un qui n'a jamais rien fait, il devient votre chef. Vous imaginez votre attitude? Vous n'allez même plus venir au travail, vous êtes devenu aigri. C'est ça, la justice dans le travail. Que faire pour que les Camerounais retrouvent définitivement cette justice dans le travail? Pour que le mérite soit reconnu? Pour que le travail soit payé à sa juste valeur? Quelle solution, Françoise Pouéné? C'est de ça qu'on parle. On dit qu'il faut reconnaître le mérite. On dit qu'il faut mettre la méritocratie. Bien sûr. La justice au dans travail. Le travail. Oui. Récompenser ceux qui méritent. Tous ceux qui deviennent les aigris aujourd'hui. Même ceux qui quelquefois, vont même dans certains partis politiques. Oui. Ou bien même vont se prostituer à gauche, à droite. C'est parce qu'ils sont en perte de vitesse. Parce qu'ils sont en perte de vitesse, parce qu'ils se demandent quelquefois, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore pour avoir cette mérite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je ne dis pas ça seulement dans le secteur des affaires. Moi, je discute même avec des hauts fonctionnaires. C'est des plaintes partout. Les gens se plaignent. Mais s'ils se plaignent, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour trouver des solutions? Que les gens cessent de se plaindre. Et si chacun nettoyait devant sa cour, est-ce que le village ne serait-il pas propre? J'aimerais qu'on aborde la deuxième articulation de notre phase d'échange ce soir dans le cadre d'un fauteuil pour vous. Françoise Pouéné, dès l'entame de mes propos, je vous ai rapidement présenté comme la présidente nationale du mouvement des biaïstes. Oui. Ceux qui ont bien compris la connotation savent qu'on parle évidemment du président de l'État du Cameroun, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. D'abord, sur ce mouvement, j'aimerais qu'on s'arrête avant d'évoquer quelques sujets d'actualité, notamment autour de cette fameuse relance du dialogue, qui est finalement le sujet qui est alimenté à travers les différents débats qu'on entend dans les chaumières aujourd'hui. Mais qu'on dise un mot d'ailleurs sur ce mouvement. En quoi le mouvement des biaïstes est différent de la Presby, la jeunesse présidentielle, ou de la Jachabi? Est-ce que ce n'est pas des mouvements qui ont finalement un dénominateur commun? On va dire que c'est un peu commun, hein, mais en fait, nous sommes là pour accompagner le président Paul Biya. Nous sommes vraiment là pour l'accompagner. Ce n'est pas un mouvement d'opportunistes, Françoise Pouéné? Mais qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Vous avez vu, moi j'ai gagné quoi?
qu'est-ce que nous gagnons? Nous ne sommes pas des opportunistes, tout au contraire. Nous sommes un mouvement plutôt progressiste. Parce que nous sommes ceux-là qui voulions le changement même de l'intérieur de notre parti. Je ne suis pas seulement la présidente du mouvement des biaïstes, je suis chef de parti, je suis à la section. Dans mon département, je suis la vice-présidente de la section du ONCAM, du RDPC. Donc nous sommes des biaïstes parce que nous sommes ceux-là qui nous pensons que nous sommes là pour soutenir, nous déterminons à accompagner le président Paul Biya. Mais nous sommes des progressistes, des gens qui pensent qu'il faut que des choses changent profondément, même de l'intérieur. Et nous travaillons pour ça. Et le chef de l'État même nous a quelquefois fait confiance. Parce que vous voyez par exemple le slogan d'un Cameroun, un et indivisible. Ça c'est notre slogan. C'est nous les biaïstes qui avons lancé ce slogan pour accompagner le président Paul Biya aux élections présidentielles. Nous l'avions fait. Qu'est-ce qui vous a véritablement motivé à mettre sur pied un tel mouvement? Est-ce que c'est le bilan du président de la République, Paul Biya? Mais on ne vient pas de mettre sur pied le mouvement des biaïstes. Nous sommes là depuis 92. Nous avons lancé ce mouvement depuis 92 pour quand vous regardez le président Paul Biya. Le déroulement des sujets, de l'actualité, vous n'avez pas le sentiment que ce mouvement... Vous n'avez pas quelques regrets? Vous n'avez pas quelques regrets au regard Quel regret? De la morosité ambiante, Quel du regret? climat délétère, des zones chrysogènes qu'on observe au Cameroun aujourd'hui, des multiples foyers de tension, d'une économie au ralenti, d'une corruption galopante, d'un chômage endémique? Est-ce que ces éléments-là proviennent des biaïstes? Est-ce que c'est les biaïstes qui ont créé ça? En tout cas, tout s'est observé. Est-ce que c'est les biaïstes qui ont créé le régime de votre Est-ce que c'est les biaïstes qui ont créé la corruption? Ce n'est pas les biaïstes qui ont créé la corruption. Quelles mesures les biaïstes ont donc pris pour résoudre véritablement ce problème, puisque c'est devenu un sport national? Mais c'est pour ça que nous sommes des progressistes. Nous sommes ceux-là qui pensions que les choses doivent changer. Et nous sommes ceux-là qui apportions de nous-mêmes, y compris de toute notre énergie, pour que les choses avancent. Nous ne faisions que ça, M. Messanga Niamzing et moi. Parce que M. Messanga, lui coordonne les hommes et moi je coordonne les femmes. Nous faisions tout pour que ça change. Ne croyez pas. Peut-être qu'on est minoritaire, mais on se bat, on fait tout ce qu'on peut, on s'investit et on accompagne le président de la République. Et on s'est engagé, on n'a pas honte, nous. C'est pour ça que nous, on dit on est des biaïstes. Vous n'avez non pas de regret? Non, on n'a pas honte, parce qu'il y a ceux même qui ont honte de dire qu'ils sont, ils sont des biaïstes. Nous n'avions pas honte, parce que nous sommes dans la vérité. Parce que même au sein de RDPC, nous disions la vérité. Et c'est pour cela que même de l'intérieur, certaines personnes même nous combattent même de l'intérieur. Mais on se bat pour résister. Parce que vous savez, la vérité est têtue. Les faits sont têtus. Ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai demain, sera vrai après-demain et sera toujours vrai. Françoise Poignet, lorsque vous regardez le bilan du président de la République, Paul Biya, en 37 ans, vous avez le sentiment qu'on devrait applaudir? Mais, monsieur, le président sort des élections présidentielles. Vous avez vu qu'il a été réélu. C'est les Camerounais qui ont élu le président de la République. Vous avez vu à quel pourcentage il a été élu. Vous avez vu le score. Vous avez vu le résultat de la Cour suprême. Il a été réélu par les Camerounais. Et on était dans une élection démocratique. Et c'est les Camerounais... Donc pour vous, c'est un indicateur que son bilan c'est les Camerounais qui ont jugé la réélection du président de la République. Ce n'est pas un mouvement. Mais lorsque vous faites un petit recul en arrière, vous avez le sentiment que c'était une élection où les Camerounais se sont prononcés par conviction ou par désespoir. Vous avez déjà vu une œuvre parfaite. Vous qui êtes en face de moi, aucune œuvre n'est parfaite. Moi, je ne veux pas dire, mais je ne veux pas dire aujourd'hui, je ne veux pas dire des personnalités à travers le monde. Vous n'avez pas le sentiment qu'en 37 ans, on a fait très peu, finalement? Mais vous ne pas dire peu? Mais il faut regarder déjà ce qui est fait. Est-ce que vous avez regardé ce qui est fait pour regarder ce qui manque, qui reste à faire? Parce que quand vous dites que rien n'est fait, c'est là où je ne suis pas d'accord. Je dis très peu. Je vais dire qu'il reste à faire. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que rien n'a été fait. Ça, je dis non.
Parce que, par exemple, quand le chef de l'État accède à la magistrature suprême, il a promis la liberté d'expression aux Camerounais. Oui. On est ici dans un plateau télé, on est libre. Regardez comment on s'exprime. Regardez comment on s'exprime. C'est ce que le président Paul Biya a promis aux Camerounais. Il a promis la démocratie. En quelques minutes, on crée les partis politiques aujourd'hui. Vous comprenez? Il a également promis la prospérité aux Camerounais qui attend. Et lui-même est en quête de cette prospérité. Je vous assure, regardez le mouvement du chef de l'État. Regardez comment il bouge l'économie, il bouge les finances. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un seul mouvement au Cameroun sans que le chef de l'État ait touché ou l'économie ou les finances? Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'il n'est pas satisfait. Regardez d'autres ministères, les gens ils restent 15 ans, 20 ans sans bouger de leur fauteuil. Regardez comment l'économie et les finances bougent. C'est un indice. Cela veut dire que le chef de l'État n'est pas encore pleinement satisfait. Je suis d'accord avec vous que le chef de l'État a également promis la prospérité aux Camerounais. Je voulais prendre quelques agrégats ou quelques indicateurs, Françoise Pouené, pour apprécier l'un des bilans, parce que le bilan, il est suffisamment long. Une émission ne suffirait pas pour apprécier le bilan du président de la République, Paul Biya. Il y a certes des infrastructures qui ont été lancées depuis 2011 dans le cadre des grandes ambitions et des grandes réalisations pour le mandat qui a suivi. Mais il y a également des indicateurs qui restent des indicateurs inquiétants. D'abord, le chômage endémique de la jeunesse, c'est une équation visiblement que le président Biya peine à résoudre. On a également, au-delà de ce chômage endémique, une corruption qui atteint des proportions alarmantes. Je ne vais pas vous donner les noms des personnalités aujourd'hui qui séjournent dans les milieux carcéraux de notre pays. Et je ne cite que ces quelques... On va y revenir, mais je ne cite que ces quelques exemples-là. On a l'impression que le bilan du président de la République aurait pu être mieux s'il avait eu le courage politique de s'attaquer à ces problèmes en prenant de véritables mesures. Ce n'est pas votre avis? Moi, je crois que la justice faisant son travail, le chef de l'État lui-même avait dit il va traquer tous les délinquants au col blanc. Mais il y a une surpopulation désormais dans les prisons sans qu'on ne voit véritablement l'argent dans les caisses. Ceux qui sont accusés de détournement aujourd'hui séjournent sont dans quasiment des palaces dans ces prisons-là, sans que le Camerounais n'ait l'impression qu'effectivement, il y a un changement de comportement. Moi, je n'ai pas fait de comptabilité à ce sujet. Mais le constat est clair, que beaucoup de gens sont arrêtés ou seront arrêtés. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça a rapporté? Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'État même a investi? Parce qu'en fait, même le tribunal criminel spécial, il faut maintenant faire le bilan, voir qu'est-ce que l'État a investi dedans. Qu'est-ce que ça a rapporté à l'État depuis que ce tribunal a été créé? On a arrêté les gens, est-ce que les gens ont payé? Qu'est-ce que ce tribunal coûte à l'État? Ça, je ne peux pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas fait les statistiques autour de ça. Parce que pour me prononcer dessus, je dois pouvoir dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, on a arrêté tel nombre de délinquants au col blanc et ils ont été condamnés et ils ont payé X ou Y nombre de millions ou ils n'ont pas payé et que le tribunal qui avait été créé a coûté tant à l'État. Moi, je ne connais pas tous ces chiffres. Donc, par conséquent, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et sur le bilan du président de la République, Paul Biya? À quel sujet? Comment vous l'appréciez? Je viens de vous dire ce que le président a fait. Je vous ai dit que ce qui lui reste à donner aux Camerounais, c'est la prospérité. Et c'est ce que les Camerounais attendent aujourd'hui. Parce que s'il faut parler aujourd'hui de la démocratie, regardez comment les gens sont libres. Ils vont et viennent. Si on va parler aujourd'hui de la paix, vous savez, depuis que le président a accédé à la magistrature suprême, vous savez que le Cameroun était pratiquement un arbre de paix. Mais depuis quelques années, vous savez, il y a eu la prise d'abord de Boko Haram. Et puis depuis très récemment, nous avons la crise anglophone qui, moi, me rend meurtrie. Parce que quand je me rends compte que j'ai mes frères qui souffrent ici à quelques kilomètres, parce que moi je suis la région de l'Ouest, de là à Bamenda, ça fait même pas 66 kilomètres. Quand je me rends compte que ces gens-là ne peuvent pas aller et venir, mais je suis meurtrie. Ne croyez pas. Nous aussi, les Biaïs, on souffre. Moi, personnellement, je souffre. Je porte ça sur moi comme un fardeau que je porte sur ma tête. En tant qu'une Camerounaise, animée de l'exercice de vivre ensemble, je suis très sensible. Je suis très sensible. Et c'est pour ça que tous les jours, moi aussi, je mets en prière pour que vraiment le chef de l'État
ait de la lumière, pour que ceux qui sont autour de lui donnent de la lumière, pour que cette crise trouve une solution définitive, pour que ce vivre ensemble qui était si beau. Regardez comment les Camerounais étaient heureux. Moi, j'allais tout le temps à Limbé, je ne peux pas aller. Moi, j'ai ma maison à Limbé, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Donc, regardez comment je souffre. Et beaucoup souffrent comme moi. Mais ce n'est pas de continuer à lutter qu'il y a un problème, ou bien les critiques. Ce n'est pas les critiques qui règlent le problème. C'est que faire pour trouver une solution à ces problèmes-là. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on a ouvert ce dialogue, moi je dis c'est une très bonne chose. Mais maintenant... 2 semaines quasiment après l'émission du Premier ministre dans ces régions-là. Maintenant, qui vont être les acteurs de ces dialogues? Est-ce que ce dialogue ne va pas... L'initiateur du dialogue oui. n'est pas très au parfum de ceux qui doivent animer le dialogue? Non, mais je dis ceux qui vont aller faire ce dialogue-là. Il faudrait bien que ceux-là soient des personnes qui vont retransmettre fidèlement les soucis des uns et des autres. Parce que ce qui embête, c'est que dans ce dialogue-là, on ne va pas d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'en chemin, il y a des coupures. Moi, je pense que c'est ça le gros problème dans ce dialogue-là. C'est-à-dire que quand ça part de point A, ça n'arrive pas au point Z. Avant d'arriver au point Z, il y a des coupures. Et si les gens pouvaient être honnêtes, il n'y aurait pas cette coupure. Cela fait plusieurs jours en réalité que le Premier ministre avait fait cette annonce, qui a d'ailleurs été saluée par plus d'un, y compris quelques éléments des mouvements séparatistes, et c'est assez rare en tout cas. Ouais. Quelques semaines après cette descente du Premier ministre dans ce chaudron du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, certains disent désormais que le président de la République, qui a le pouvoir véritablement d'initier ce fameux dialogue-là, prend beaucoup de temps. Est-ce que vous qui êtes biaïste avez le sentiment que le chef de l'État joue avec les nerfs de certains compatriotes? Je ne vais pas rentrer à dire que le président joue avec les nerfs des compatriotes. Mais je veux peut-être penser que peut-être le chef de l'État n'a pas la très bonne information. Je peux dire ça parce que je ne suis pas au centre. Hein. Ne croyez pas, je suis au même degré que vous de cette information. Donc, je ne veux pas dire qu'il joue avec les nerfs des autres, mais je veux peut-être croire que si le chef de l'État pouvait lui-même toucher du doigt ces problèmes-là, je crois que les solutions, on les trouverait beaucoup plus vite. Je pense. Un mot sur votre mouvement qui date des années 80, vous l'aviez vous-même rappelé au cours de cette émission. Comment fonctionne le mouvement des biaïstes? Est-ce qu'il y a des adhérents là-bas ou... Mais on est représenté dans le monde entier. On n'est pas seulement au Cameroun. On est partout, à Bordeaux, en Allemagne, à Paris, lors des élections présidentielles. Mais vous êtes moins actifs ces derniers temps où certains scandent des slogans qui mettent en mal la stabilité du pays. On ne sent pas beaucoup dans nous on s'assume. Hein. Nous, on s'assume parce que si on se sentait mal, je ne serais pas sur ce plateau de télévision où je suis vue dans tout le monde entier pour parler des biaïstes. Nous sommes des gens qui nous assumons. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on n'a jamais été des biaïstes ou que c'est un mouvement qui n'existe pas. Pendant que certains crient hold-up électoral, on attendait peut-être voir également la réplique venir des biaïstes, peut-être également s'initier dans des mouvements pacifistes pour rappeler à l'opinion qu'effectivement cette page de l'histoire du Cameroun est clos avec cette élection. Il y a des mouvements de hold-up, certains parlent d'insurrection, mais vous gardez un mutisme quand même étonnant. Non, non, il ne faut pas vous étonner. Nous sommes des légalistes. On veut rester sur ce chemin-là. C'est-à-dire, on veut rester fermé derrière la loi. Parce que nous avons quand même suivi la Cour constitutionnelle qui a rendu le verdict des élections présidentielles. Il ne revient pas à nous aujourd'hui à aller les contester parce qu'il y a des instances judiciaires. Et moi, je préfère que les gens restent sur ces instances judiciaires où se remobilisent, se redynamisent dans des échéances futures. Moi, ça, c'est mon point de vue. Parce qu'on ne va pas perdre du temps à revenir sur ce qui est passé. Quand quelque chose est passé, comment on fait pour avancer? Comment on fait pour rattraper le temps perdu? C'est ça qui est important. Moi, je pense que je ne suis pas là pour dire
c'est pour ça que j'ai dit, je marque le point d'honneur sur votre plateau. Vous savez, beaucoup de gens n'accepteraient pas faire l'exercice que je fais avec vous parce qu'ils ne seront pas capables de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. C'est pour ça que moi, je pense que le chef de l'État, s'il pouvait s'investir lui-même, personnellement, parce que je vois que ce dialogue tarde vraiment à trouver des solutions, parce que je crois que, comme j'ai dit, de point A à point Z, il y a des choses, il y a des manquements en chemin. C'est une impression que j'ai. Parce que comme je ne suis pas dans cette négociation, je ne peux pas véritablement toucher du doigt. Mais j'ai l'impression que si le chef de l'État lui-même, le père des enfants, s'imaginait ce qui se passe réellement, je crois que peut-être qu'il agirait autrement. J'aimerais qu'on aborde une autre articulation de notre phase d'échange ce soir dans le cadre d'un fauteuil pour vous, Françoise Pouéné, que nous parlions de votre trajectoire. Votre trajectoire, vous êtes natif du Haut-Cam, c'est à l'ouest du Cameroun, de Banka, un village de cette localité. Vous êtes infirmière de formation. Très tôt, vous êtes investi dans les affaires, notamment Bayam Selam, pour devenir chef d'entreprise aujourd'hui à la notoriété bien établie, à la fois à l'échelle nationale et internationale. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur votre trajectoire. Elle est suffisamment atypique. Comment est-ce qu'on quitte véritablement de Bayam Selam à chef d'entreprise? De rien à milliardaire. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est d'ailleurs ça qui m'anime. Hein. Aujourd'hui même, je fais beaucoup moins la politique. Parce que j'ai tellement réfléchi, j'ai dit, mais et si je partirais de ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que je laisserais? Parce que quand je parle de 0 à 10, de rien à milliardaire, je peux laisser les immeubles, je peux laisser les meubles, je peux laisser même un peu d'argent. Mais je voulais laisser autre chose à la prospérité. Cette formation. Que faire pour ne pas avoir de parents? Pour ne pas rentrer dans les réseaux et arriver au niveau où je suis? Que faire? Et c'est cette recette-là que j'essaie de partager aujourd'hui. J'étais depuis 2015 dans les marchés et par la suite, j'ai été invitée dans plusieurs universités, y compris les universités d'État, pour partager les mêmes expériences. Et aujourd'hui, depuis un mois, j'ai créé le Mami Nyanga Masterclass pour continuer à former, à transmettre cette connaissance. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'établir? J'ai donc quelques modules. J'ai le développement personnel. Et dans ce développement personnel, j'essaye donc de construire donc comment est-ce qu'on peut partir donc de rien à être où je me trouve aujourd'hui. J'ai donc l'intelligence financière. Aujourd'hui, j'ai ajouté les nouveaux modules comme le marketing de réseau, la force de vente, le leadership, le montage de petits projets. Comment faire? Et je me lance là-dedans, pourquoi? Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que les jeunes et les femmes sont complètement en perte de vitesse. C'est-à-dire, les gens ne rêvent plus. Ils n'ont plus de la détermination. Tout le monde est fermé dans une barrière de peur. On ne peut plus oser. On ne peut plus rien faire. Je dis, mais non. Je vais me déterminer à inviter mes frères et mes sœurs, à les former, à les amener à rêver. Parce que je regarde ma génération. Moi, je suis de la génération vers 70. Je dis, mais ça, c'est notre génération. Et si nous ne faisons rien pour notre génération, qui va le faire? Et quand je me pose cette question, je dis, bon, d'accord, je lance donc quelque chose et je lance donc le Mami Nyanga Tour. Et c'est de Mami Nyanga Tour que sort donc le concept de Mami Nyanga Masterclass. Former les jeunes et les femmes. Et c'est ce que je fais. Avez-vous la conviction? Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver au niveau où je suis sans avoir les parents fortunés, sans avoir quelqu'un sur qui vous vous appuyez? Parce que vous savez, dans la vie, le succès a toujours le parent et l'échec est toujours orphelin. Quand vous avez réussi, vous par exemple, vous êtes un très grand journaliste, on est sur ce plateau aujourd'hui. Quand les gens vont, oh, je le connais,
C'est moi qui avais payé ses études. Il habitait même chez moi. Mais si vous avez échoué, personne ne parlerait de vous. Et c'est tout ça ma motivation. Quand je regarde tout ça, je dis pourquoi ne pas me déterminer à mon niveau à faire ce que je peux faire. Françoise Poueni, je voudrais qu'on parle un petit peu justement de ce Mami Nyanga Masterclass qui est un concept qui est suffisamment suivi par beaucoup de jeunes Camerounais qui aspirent à devenir, à s'affirmer, à entrer dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que finalement c'est également l'objectif que vous visiez. Mais je voudrais que vous commentiez une de vos phrases. La réussite, vous dites, est au bout de l'effort. Pour apprécier le goût du miel, il faut affronter les abeilles. Oui. À quoi faisiez-vous allusion? C'est ça. Parce que si vous n'affrontez pas les abeilles qui sont dans le miel, comment pouvez-vous goûter le miel? Il faut affronter. Il faut affronter. Et moi, je suis là pour inviter les Camerounais à la détermination, à vaincre la peur. Et c'est pour ça que j'ai même créé un nouveau mot dans le vocabulaire français, l'exclusite. C'est une maladie dont souffrent plus de 90% des Africains et des Camerounais, en particulier l'exclusite. La maladie de l'excuse, c'est toujours la faute des autres. Oui, c'est toujours la faute des autres. Et c'est la faute des autres pourquoi? Je suis arrivée sur votre plateau aujourd'hui. Vous avez vu à quelle heure on a démarré l'émission? Moi, j'étais à l'heure. Je pouvais arriver ici en retard en vous racontant qu'il y avait eu des embouteillages. C'est toujours la faute des autres. Et c'est pour ça que je dis, si les gens se mettaient résolument au travail, en oubliant même certaines querelles politiques, est-ce qu'on ne pouvait pas faire avancer notre pays même par le travail tout court? Parce que les gens ne travaillent plus. Les gens ne veulent plus rien faire. Les gens sont paralysés physiquement, moralement, intellectuellement. Mais c'est une catastrophe. Je dis, mais et si chacun ne faisait que ce qu'il a à faire? Imaginez-vous ce qu'on peut faire dans une journée. Si chacun ne faisait que ce qu'il a à faire, je vous assure, on atteindrait l'émergence avant 2035. Un mot sur les Mami Nyanga Masterclass, ce concept. J'aimerais j'aime bien. J'aime bien ce concept. Je m'amuse avec les jeunes. J'ai lancé la première édition qui a duré pendant 14 jours. J'ai fait d'ailleurs, comme il y avait plusieurs modules, je ne pouvais pas tout faire seul. C'est un centre d'incubateur de la jeunesse. Ah ben oui. Que vous avez lancé. Ah ben oui. Mais est-ce qu'à travers cette initiative, certains disent que Mami Nyanga est devenue philanthrope? Oui, qu'est-ce qu'elle veut devenir, qu'est-ce qu'elle cherche. Mais je dis, mais je ne cherche rien. Il y a même ceux qui demandent, mais est-ce qu'elle veut devenir ministre? Je dis, mais les ministres veulent être comme moi je veux maintenant être comme eux. Quel paradoxe. Mais oui, puisque dès qu'on les nomme, ils veulent être à mon niveau. Et maintenant, moi, je veux être comme eux. Je dis, mais quel paradoxe. Vraiment, je ne veux rien. Je veux voir les Camerounais que j'adore, parce que j'adore les Camerounais. J'adore le Cameroun. Ça dit, le Cameroun, pour moi, c'est comme Dieu. C'est pour ça, quand vous voyez, on parle de la crise anglophone, je vous dis que je suis meurtrie. C'est pour ça, hier, j'ai entendu qu'il y a eu encore les problèmes dans le Nord. Mais quand il y a je ne dors pas par amour. Je ne dors pas parce que je dis, oh là là, que faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Vous avez vu, j'ai déposé mes valises en prélude de 8 mars dans le Grand Septentrion, dans le cadre de Mami Nyanga Tour. J'ai formé les femmes en milliers. Elles sont sorties en milliers. Parce que je suis déterminée à faire ce que je peux faire à mon niveau. C'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux donner à la jeunesse. Françoise Poueni, j'adore. Lorsqu'on donne autant à la jeunesse de son pays, lorsqu'on est parti de rien pour entrer dans le club très fermé des milliardaires qui s'affirment, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je vous assure, vous savez, il y a des gens qui me demandent, qui me disent, mais et quand tu dis que tu es milliardaire, et si on t'arrête? Je dis, mais je peux justifier mes milliards. Je dis, mais je ne suis pas dans l'enrichissement illicite. Moi, je travaille. J'ai mes entreprises. Tout le monde peut voir où je suis, où sont mes bureaux. Les autres ne peuvent pas parler de leur fortune. Parce qu'ils ne peuvent pas vous dire, cher ami, voici ce que j'ai fait. Ils ne peuvent pas se justifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens essayent de tout mélanger pour créer de l'amalgame. Et c'est ça qui est très embêtant.
Et c'est ça qui rend même les Camerounais aigris. Parce que les gens veulent tout mélanger pour créer absolument des problèmes là où il n'y en a pas. Est-ce que qu'on a autant donné comme vous le faites aujourd'hui? Vous êtes dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, de l'hôtellerie. Vous formez la jeunesse camerounaise à l'entrepreneuriat. Lorsqu'on donne autant, vous avez quelques distinctions à l'échelle internationale, il faut le dire. Lorsque vous avez toute cette description que je viens de faire et que vous vous rendez compte qu'un mois de mai au Cameroun, un 20 mai, vous n'êtes pas dans la shortlist de ceux qui bénéficient des distinctions honorifiques, est-ce qu'on n'est pas un peu choqué? Moi, je ne suis pas choquée. Moi, je continue de travailler. Hein. Moi, je ne vais pas venir sur votre plateau ici commencer à pleurer comme longuet. Parce qu'il y a même d'autres qui pleurent. Hein. C'est-à-dire dès qu'on donne un coup de poing, ils se mettent à pleurer. Et vous savez, c'est pendant que les temps sont durs qu'on connaît les gens qui peuvent être des durs. Moi, si mon nom ne sort pas, je reste zen. Et je continue de travailler. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Parce que d'ailleurs, quand je regarde ceux qui ont reçu ces médailles, c'est les qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le mériter? Si ce n'est pas mérité par des petits arrangements, par des petites copineries. J'ai même d'ailleurs certaines personnes qui m'ont invité à leur domicile. Ils me disent, mais viens chez moi, moi j'ai ma femme qui porte la médaille. Je dis, mais mon frère, l'année dernière, c'était toi. Cette année, c'est ta femme. C'est devenu votre champ. C'est comment? J'ai dit, je viens pas chez toi. Parce que je comprends pas que l'année dernière, c'était toi. Cette année, c'est ta femme. Mais je ne veux pas dire ça pour critiquer ceux-là qui donnent les distinctions. C'est eux qui connaissent. Ils savent un peu comment ils s'organisent, comment ça se passe. Mais je veux dire que si on arrive à la République du Cameroun et que les gens reçoivent des distinctions et que je n'en reçois pas, mais c'est plutôt grave. C'est plutôt grave. J'ai d'ailleurs suivi l'un de nos frères politiciens, Cabral Libi, qui a reçu également un prix à Paris l'autre jour. Mais il a fait un discours, il s'est plaint qu'au Cameroun, il n'a jamais reçu de médaille. Il s'est plaint à la terre française. J'ai dit, mes chers amis, pourquoi te plains-tu? Continue le travail. Travailler. On a du temps. Le moment de distinction va finir par arriver. Françoise Pouéné, vous dites que vous êtes capable de justifier vos avoirs. Ah ben oui. En 2013, vous sortiez d'un an d'emprisonnement. C'était à la prison centrale de Douala. Ça a tantôt fait de dire que vous étiez englué dans une affaire de marché public. Ah non. De quoi s'agit-il concrètement? Non, c'est pas vrai. Déjà, moi, je vais dire que je n'ai jamais été emprisonnée. J'étais dans ce qu'on appelle la détention provisoire. Durant un an? Oui, j'ai fait exactement 13 mois. J'ai fait 13 mois de détention provisoire et par la suite, j'ai bénéficié d'un non-lieu pour inexistence de quelques éléments susceptibles de continuer à me maintenir en détention. Et ce sont des drames judiciaires. Et ça, on peut les retrouver partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a des drames judiciaires. Moi, j'ai classé ça comme des drames judiciaires. Et le parquet avait d'ailleurs levé appel de cette décision du juge d'instruction. Mais en appel, j'avais simplement été acquittée pour des faits non constitués. Comment avez-vous vécu ces 13 mois d'incarcération? Oh là là, c'était un moment très très pénible pour moi. C'était très pénible, déjà parce que là j'ai touché les difficultés des Camerounais du bout de doigt, les Camerounais en milieu carcéral. Je me suis rendu compte que au Cameroun, quand on est en milieu carcéral, on ne perd pas seulement la liberté, on perd aussi sa dignité et on perd l'humanité. C'est une catastrophe. Et c'est pour cette raison qu'au sorti de cette difficulté pénible, j'ai mis sur pied cette ONG pour l'ONG qui se dénomme Pouéné pour la liberté, pour continuer à encadrer, à soutenir les détenus que j'ai laissés, pas seulement dans la prison de Douala, mais dans les prisons du Cameroun. Et cette ONG paye donc les contraintes par corps, les dépenses, les amendes pour les prisonniers. Sans contrepartie?
Non, sans contrepartie. C'est gratuit. Je l'ai payé déjà pour des centaines. J'ai payé pour la prison très récemment mes activités. Est-ce que la situation au niveau mes des activités prisons... de l'année 2018 étaient à la prison de San Mélima, Vous qui où connaissez à peu j'ai fait près... libérer à peu près une centaine de jeunes qui devraient encore y séjourner à peu près 6 mois parce qu'ils n'ont pas pu payer les amendes, les contraintes. Est-ce que des cas comme ceux-là, vous les avez trouvés? Est-ce que le niveau des cas comme ceux que vous évoquiez tout à l'heure, ceux qui sont incapables de payer des contraintes par corps, sont nombreux dans les milieux carcéraux au Cameroun? Mais bien sûr, puisque je vous dis qu'il y a l'année dernière, je viens de faire payer pour une centaine de détenus de la prison de San Mélima. Parce qu'en fait, quand vous avez déjà fait votre peine, à la fin de votre peine, vous devrez payer donc les amendes. Et vous pouvez encore vous y séjourner pendant 6 mois, pour certains, 3 mois pour d'autres, et ça va même jusqu'à 1 à 2 années. Oui, pour payer ces amendes. Et moi, je les paye pour les jeunes et les femmes. Mais ce qui est dommage, c'est que ce que j'ai fait le constat avec le régisseur de la prison centrale de Nkondengui, où j'avais fait libérer il y a 2 années à peu près une 80aine de jeunes. Quelques mois après, plus de la moitié y étaient retournés déjà encore en prison. Parce qu'en fait, par manque d'insertion dans la société, parce que ces jeunes-là, très souvent, ils rentrent en prison comme des délinquants mineurs. Mais parce qu'ils n'ont pas été encadrés, soutenus, formés dans ce milieu, ils ressortent de là comme des bandits des grands chemins, malheureusement. Et donc, quand ils sortent, ils sont dehors, ils ont perdu complètement le repère. Parce que vous savez, quand vous allez en prison, vous êtes abandonné par votre mère, par votre père, par votre femme. Vous êtes pratiquement mis en jachère. Donc, quand il retourne dans la société dehors, quelquefois, il n'a plus de repères. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est que les autres, certainement, le commanditent même de l'intérieur pour cambrioler à l'extérieur. Est-ce que nos prisons au Cameroun, vous qui y avez séjourné il y a quelque temps encore, sont des mouroirs ou des véritables lieux de redressement? Mais on ne peut pas dire que c'est un lieu de redressement, puisqu'il n'y a pas d'encadrement. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Parce que là-bas, il n'y a pas des lieux d'encadrement. Ce sont des prisons pour la plupart. Moi, j'étais ici à la prison de Douala. C'est une prison qui a été construite dans les années 50, 57. Je ne sais pas bien. Mais c'est une prison qui avait été construite pour de 400 à 800 personnes. Mais aujourd'hui, il y a plus de 5000 personnes. Comment est-ce qu'on peut encadrer 5000 personnes dans un lieu qui était prévu pour 500 personnes? C'est pas possible. Et lorsqu'on fait 13 mois en prison... C'est pour ça que je parle de la dignité, de l'humanité, c'est ça. Et lorsqu'on fait 13 mois dans une prison ou dans un milieu comme celui-là, on en garde forcément quelques séquelles. Avez-vous été traumatisé durant cette période-là? Mais certainement, on ne peut pas ne pas être traumatisé, vu les conditions d'incarcération au Cameroun, on peut qu'être traumatisé. Donc, quand vous sortez de là, si vous n'avez pas l'énergie comme moi, vous sortez comme un petit légume. C'est un peu ça, on voit ça chez beaucoup de gens qui ont séjourné. Vous sortez de là, si vous n'êtes pas en équilibre, vous sortez comme un petit légume. Jusqu'à présent, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui vous a amené là-bas en prison. On est dans les supputations. C'est vrai, vous êtes sorti en 2013. Je peux vous parler rapidement de ça. En fait, c'est comme un conte d'Ali Baba. Parce qu'un matin, je sors de ma maison, je reçois un coup de téléphone. C'est un monsieur qui m'appelle de la police judiciaire, qui me dit qu'il s'appelle, je ne vais pas citer le nom, il s'appelle tant, il me demande qu'il faudrait que je passe à la PJ le rencontrer. Et c'était un lundi matin, je lui dis, mais je passerai, mais vers 11h. Il me dit, d'accord. Vers 11h, j'oublie, et il me rappelle, très poliment. Il me dit, mais je suis toujours en train de vous attendre. Je dis, ah tiens, j'arrive. Je démarre ma voiture, je vais à la police judiciaire. Et j'arrive, le monsieur me dit, mais en fait, ce n'est pas lui qui avait besoin de moi. C'est le procureur de Douala. Je dis, mais ça va se faire comment? Il me dit, mais je vous amène tout de suite. Je dis, comment ça? Il me dit, non, mais tout de suite. Et le monsieur m'a embarqué dans le bus de la police. J'ai laissé ma voiture devant la police judiciaire, direction Douala.
Je suis arrivée ici vers 17h passées. J'ai été au bureau de monsieur le procureur. Le procureur me demande, mais c'est vous, madame Pouené? Je dis oui. Il me dit, mais vous êtes dans une affaire de faux et usage de faux. Je dis, pardon. Il me dit oui. Je dis, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Il me dit, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, je ne sais pas. Il me dit, bon, si vous ne savez pas, vous attendez au couloir. J'ai dû attendre dans le couloir du parquet jusqu'à 22h. J'ai appelé Maître Tchungan. Je lui explique un peu. Il m'a dit, mais ils ne peuvent pas te garder. Puisque tu n'es pas entendu, le juge va certainement t'entendre. On va te transférer dans une instance de la police à Douala. Et puis finalement, on me transfère chez le juge d'instruction vers 22h30. Le juge me remet simplement un mandat de dépôt. Monsieur Nakon lui demande, mais monsieur le président, vous n'avez même pas écouté ma cliente. De quoi il s'agit? Il dit, mais il se fait tard, moi je rentre déjà chez moi. Elle reviendra, on va l'entendre. Mais oui, c'est comme ça que je suis allée à la prison. Et c'est de la prison que j'ai suivi à la télévision qu'il s'agissait d'une histoire de faux en écriture publique, de l'armoirie de l'État. Moi, j'ai suivi tout ça dans les journaux et la télévision. Et j'ai été extrait 2 semaines plus tard pour aller chez le juge d'instruction qui m'a plutôt parlé d'un chèque que j'avais remis à quelqu'un. Et cette personne m'avait remis un chèque. Qu'est-ce qu'on traitait? Oui. Et pour éclaircir cette affaire de chèque entre un certain monsieur Calvin, qui était un de mes cousins, à qui j'ai fait de l'emprunt et qui m'avait remis un chèque. Et le chèque même était rentré impayé. J'ai dû même faire recours à certains membres de famille pour recouvrir cet argent. Plus tard, on me parle de ce chèque. Je dis, mais j'avais reçu le chèque de ce monsieur, oui. Et le chèque était même rentré impayé. Et j'ai toujours le chèque. De quoi s'agit-il? C'est là où j'apprends que le monsieur serait un transitaire, où il aurait eu un contact avec des transits. Je n'étais ni de près, ni de loin concerné de quoi que ce soit relatif à cette affaire. Françoise Pouené, mais oui. J'y ai séjourné pendant 13 mois. Mais j'ai cru, moi j'ai foi, moi j'ai cru en la justice camerounaise. Je me suis dit, si je n'ai finalement rien fait, le juge va finir par me libérer. Et le juge d'instruction a fini par me libérer, par rendre une ordonnance de non-lieu. Et il motive, il dit ceci. Il me libère non seulement pour des faits non justifiés, mais iniques. Inique, c'est ce qui est dans l'ordonnance que j'ai. C'est-à-dire méchant. Parce que nous sommes des Camerounais. Mais les Camerounais sont cupides. Ils sont méchants. Et ils n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le progrès. Françoise Pouené, je vous propose... Et c'est pour ça quand je parle de mes milliards, certains disent, mais elle se vante trop. Pourquoi elle parle trop de milliards? Je dis, mais comment je ne vais pas être fière de mes immeubles? Vous pouvez, avec votre veste là, vous n'êtes pas fier si vous l'avez acheté honnêtement. Françoise mais Pouené, vous serez heureux. Françoise Pouené, je voudrais rapidement... de mettre les mains dans les poches et de dire, mais c'est mon costume. Je voudrais qu'on prenne la dernière articulation de cette émission ce soir, un fauteuil pour vous. Et ce sont quelques images qui seront diffusées grâce à la réalisation. On va prendre une première image grâce à la réalisation. C'est le côté court et le côté jardin de cette émission. Première image, c'était en France très récemment. Vous sortez d'ailleurs de France, Ouais. où vous avez eu cette distinction. Ouais. Commentaire, de quoi s'agissait-il? J'y arrive. Les Gifador. Gifador 2019. Gifador 2019. Meilleur entrepreneur 2019, c'est cela. Ouais, meilleur Quel entrepreneur. sentiment que vous soyez Imaginez reconnu à l'échelle internationale? Imaginez alors que- ma fierté, imaginez ma joie, surtout que je n'ai rien demandé. Parce que vous savez, quand on me dit qu'il faut demander, il faut faire une demande. Est-ce que quand on mérite quelque chose, il faut demander? Quand on mérite, on ne demande pas. Moi, je n'ai rien demandé.
Je suis restée ici et j'ai reçu l'invitation de GIFADOR. J'ai été sélectionnée par leur comité d'organisation. Ils ont trouvé que parmi les femmes africaines, vraiment, ils doivent me donner cette distinction. La prochaine image, grâce à la réalisation. Deuxième image, s'il vous plaît. Alors, ça c'est à Côte d'Ivoire. Ah là là, avec le ministre du Commerce. Ça, c'est le ministre du Commerce. Madame, le représentant de l'ambassadeur du Cameroun, qui était venu représenter le Cameroun à cette cérémonie, où j'ai reçu le prix de meilleur bâtisseur au féminin en Afrique pour l'année 2019. La troisième image, grâce à la réalisation, une troisième image. Troisième image. Je vois pas Mami Nyanga Masterclass. Ah oui, Mami Nyanga Masterclass, première édition, ouais. Ouais, mais je vois pas bien où on a fait cette photo, mais bon. Là, l'avant-dernière image, rapidement, s'il vous plaît. Non, prenons la dernière image. Ouais, ça c'est Mami Nyanga Masterclass. Voilà la dernière image. Oh là là! Alors, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs, Françoise Pouené, qui se trouve au milieu? Ben, c'est mon chouchou. Qui s'appelle? Cédric. Alors, c'est par cette image qu'on va donc terminer. Ah ben, je suis impressionnée, vous êtes allé si loin. C'est par cette image qu'on va donc terminer cette émission d'un fauteuil pour vous. On avait le privilège de recevoir ce soir Françoise Pouené, dit Mami Nyanga, qui est donc entrepreneur. Elle est également à l'initiative des Mami Nyanga Masterclass. Elle a reçu plusieurs distinctions à l'échelle internationale, une femme au locatypé qui est au franc-parler assumé. Elle est la présidente du mouvement des biaïstes du Cameroun. Françoise Pouené, vraiment merci d'être venue dans le cadre d'un fauteuil pour vous. Ce fut laborieux de vous avoir, mais finalement merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. J'espère que nos téléspectateurs ne seront pas déçus tout à l'heure à la fin de cette émission. Merci de nous avoir... Qui vont continuer à avoir toujours de l'admiration pour moi. Merci d'être venu dans le cadre d'un fauteuil pour vous ce samedi. Merci également de nous avoir suivis sur les antennes de la télévision du monde. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir.